L'Éolienne, compagnie théâtrale, est née autour d'un projet de spectacle, comme c'est souvent le cas pour la création des compagnies. Ce spectacle repose sur l'adaptation d'une légende celtique, une légende galloise plus exactement, sur laquelle moi je me suis penché dès l'année 1975. Et c'est une légende qui s'appelle Bleu de Wèze ou la fille fleur, légende galloise comme je disais. J'ai eu la chance d'avoir pour professeur de lettres un écrivain spécialiste dans la question celte, Jean Marcal, nous a aidé à faire ce travail et qui a été d'ailleurs le premier président de l'association de l'éolienne. Et je me suis donc entouré d'une équipe, Jean-Louis Lecravert, qui a été comédien dans ce spectacle, mais aussi adaptateur. Il a réécrit ce qu'on a trouvé en improvisation, puisque c'était une création collective. Bernard Meunier, qui est resté un pilier très longtemps de la compagnie, plus d'autres comédiennes et comédiens qui nous ont rejoints. Donc on est parti avec ce projet, on l'a créé le spectacle au Théâtre de l'Arc à Clichy, et ensuite on a décidé de faire le Festival d'Avignon en 1976. Mais on a dû prendre nos propres deniers et puis partir à l'aventure. Donc Avignon 1976, été caniculaire, mais belle réussite en tout cas sur le plan du spectacle, puisque le spectacle, la pièce a été bien reçue par le public, la presse a été élogieuse, et pour une première expérience avignonnaise, tous les fonds investis ont été récupérés, on a même fait un petit bénéfice. Donc c'est un bon début pour une compagnie, pour le démarrage d'une compagnie. Moi, j'ai commencé le théâtre en 1972 au Centre dramatique de la Courneuve. J'étais alors très jeune et très rapidement, on a eu la chance avec le Centre dramatique de la Courneuve de devenir une troupe professionnelle. C'est à ce moment-là, dans les années 74, que j'ai rencontré Roland Lagache, qui à l'époque animait déjà des ateliers pour les centres aérés de la ville de La Courneuve. Voilà, donc c'est une vieille histoire, Roland et moi. Ensuite, la compagnie donc a été lancée après cet Avignon 1976. En 1981, bon, par hasard, on s'est retrouvé au Perreux-sur-Marne, c'est-à-dire que moi j'ai déménagé, j'ai quitté Paris et je me suis retrouvé en Val-de-Marne. Et la commune nous a sollicité pour proposer un travail d'animation. Et c'est une chance parce qu'au Perreux venait de se construire un magnifique centre culturel qui est aujourd'hui le centre des Bords de Marne sous la direction de Michel Lefebvre et qu'à l'époque on ne savait pas trop bien ce qu'on allait faire, mais on a trouvé avec Bernard Meunier, on a lancé un atelier de pratique théâtrale pour les adultes. On avait une dizaine de participants au démarrage, majoritairement des enseignants comme souvent. Et ça s'est bien passé. La preuve, c'est que 25 ans, plus de 25 ans après, on a aujourd'hui plus de 100 adhérents avec 4 animateurs comédiennes et comédiens répartis en 10 ateliers. Ça va de 8 ans à 82 ans. Voilà. Donc ces ateliers nous ont permis d'avoir une activité permanente dans la cité et dans le Val-de-Marne plus généralement, participant à des rencontres de théâtre amateur, comme les rencontres plurielles à Villiers-sur-Marne, etc., etc. L'autre point fort de notre compagnie, c'est comme toute compagnie, la création théâtrale. Alors depuis 1976, donc depuis Micmac, on a dû en faire à peu près une fois tous les 2 ans. On est tributaire des finances et donc on a à ce propos des subventions de fonctionnement de la ville du Perreux, où nous sommes donc implantés, du département du Val-de-Marne et ponctuellement des organismes comme l'ADAMI, de la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC Île-de-France et la région Île-de-France elle-même, pour certains projets. Quand on fait le Festival d'Avignon, ça nous coûte un petit peu plus cher, alors on met un peu plus de temps à faire des créations. Mais c'est l'axe fort de la compagnie. Et principalement, notre travail repose sur la recherche d'auteurs contemporains. Alors, quand j'ai travaillé Mental Machine, non, je ne me suis pas vraiment senti en danger, à aucun moment. Enfin, c'est peut-être lié au fait que bon, c'est un texte qui m'a plu assez rapidement. Alors bon, il y a toute une histoire par rapport à ce texte, c'est-à-dire que bon, ça remonte à 97, quand on a fait le Festival d'Avignon. Et donc là, il y a Christine Nieto, qui fait partie de la compagnie, qui m'a dit va voir ça, il y a un super spectacle, bon, finalement quoi, de Philippe Madral. Donc j'ai été le voir.
Et tout de suite, ça m'a plu. Donc j'ai acheté la pièce, évidemment, et puis cette pièce-là, elle était là, dans ma bibliothèque. Et puis donc récemment, là, donc ça remonte à 2 ans, j'ai relu le texte, et là je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça, donc j'en ai parlé à Roland Lagache, donc, et puis lui il m'a dit, bon bah écoute, si toi t'es ok pour apprendre le texte, moi je te fais travailler dessus, et c'est venu comme ça. Est-ce que le mental est une machine? Bon, c'était le titre de notre spectacle, Mental Machine, machine mentale. C'est une machine parce que c'est une prison aussi, le mental, donc c'est pas toujours évident de s'échapper de cet enfermement mental, justement. Mais est-ce que c'est une machine tout le temps? Non, parce que le mental, c'est aussi la communication avec les autres, c'est une ouverture, donc c'est pas forcément un enfermement. Voilà. Alors pour moi, le théâtre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je fais du théâtre pour dire à mes contemporains, pour partager avec mes contemporains, comment dire, je sais pas, ma conception du monde, comment je le rêve, comment j'en ai envie. Donc pour moi, ce qui est important au théâtre, c'est le texte et les comédiens. Décor, costume, c'est anecdotique pour moi. Voilà. Donc c'est très important, ce sont les textes. Donc je ne joue pas n'importe quoi, enfin à mes yeux bien sûr, sans jugement de valeur de choses différentes, mais il y a des auteurs que j'ai pas envie de jouer, et puis voilà. Pour moi, le théâtre, c'est militant. C'est quelque chose qui fait partie d'un militantisme. Ça représente pas mal de choses. Déjà une activité professionnelle et aussi, je crois, plus que ça, un engagement au niveau de l'action, une curiosité à développer constamment sur des sujets d'intérêt qui varient, qui changent, et puis aussi le sens de vivre avec les autres des aventures quelquefois difficiles, souvent passionnantes, quelquefois décevantes aussi, mais ça c'est dans tous les milieux, je crois, qu'on vit ce genre d'expérience. Peut-être qu'au théâtre, c'est un petit peu encore un peu plus fort qu'ailleurs. L'émotion la plus forte pour moi quand je joue, c'est dans les silences. Les silences pour moi ont une réelle signification en théâtre. Je sens les secondes qui passent, je ne vais pas dire les minutes parce que j'ai jamais eu des silences qui ont duré aussi longtemps, mais le silence me parle beaucoup en théâtre. Je dirais avant tout, je suis curieux de rencontres. Alors la rencontre, elle est au niveau d'un texte, elle peut être au niveau d'un texte, au niveau d'un sujet. Bon, je vais prendre des exemples, ce sera plus facile. Plus récemment, dernièrement, on a rencontré Daniel Simonet à travers son texte Mental Machine, qui n'est pas un texte de théâtre. C'était une aventure parce que bon, il n'y a pas de réplique, il y a juste un texte qui traite de la maladie mentale et qui est en même temps documentaire et poétique. Et avec ça, on a essayé d'en faire du théâtre, avec le regard d'un metteur en scène averti, Thierry Atlan. Donc c'était une double rencontre d'un auteur et rencontre aussi d'un metteur en scène, directeur d'acteurs, ce qui n'est pas chose courante, et là ça a été formidable. Mais c'est aussi la rencontre surtout des partenaires sur le plateau, des gens qui travaillent. Hein, c'est une aventure collective, le théâtre. Donc nous on a la chance à l'Éolienne d'être une équipe un peu soudée depuis quelques années, et bon, je dirais pas, on n'a pas de surprise, mais on a surtout beaucoup de confiance les uns envers les autres. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Une compagnie, c'est une équipe qui bouge en fonction des pièces, des castings, et aussi l'occasion de rencontrer des gens nouveaux. Donc là récemment, les dernières créations se sont faites plutôt avec des gens, les fondamentaux, les piliers de l'équipe, et c'est que du bonheur parce que bon, on n'a aucune appréhension, on sait où on va ensemble, et si c'est difficile, on le vit, et on essaie de passer des difficultés, quoi qu'il en soit. Une des plus belles émotions que j'ai vécues au théâtre, c'était en tournée avec le Centre dramatique de la Courneuve. On était partis en Pologne et en Allemagne de l'Est à l'époque où ça existait encore. On avait joué un texte qui s'appelait Les Troubadours. Avec le Centre dramatique de la Courneuve, on explorait un théâtre extrêmement populaire. Et les spectateurs qu'on a rencontrés là-bas étaient des gens qui se nourrissaient du théâtre comme s'ils se nourrissaient d'une nourriture
qui les permettait de survivre? Eh bien, je crois que l'émotion, elle est tout le temps là, à chaque première, à chaque représentation. Mais plus la difficulté est grande, plus l'émotion est forte. Moi, je dois dire que dans ces dernières années, l'émotion la plus forte, c'est une émotion que j'ai ressentie et je n'étais pas sur le plateau, mais c'est comme si j'y étais. C'est lors du festival d'Avignon en 2003. Nous présentions La Maison et le Monde. Et pour les raisons qu'on connaît, le festival IN a été annulé, donc restaient quelques compagnies courageuses comme la nôtre en festival off. Et en dépit des journaux Libération et Le Monde, pour ne pas les citer, qui disaient qu'il ne se passait plus rien à Avignon, nous on a continué de jouer. Mais dans ces cas-là, le courage de l'équipe, il est à la hauteur de sa solidarité. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on continue? Et là, ça a été un grand moment d'émotion parce que on a continué. Et ce spectacle sur lequel tout le monde avait énormément investi a pu satisfaire un public qui était là quand même malgré tout et relativement nombreux. Donc c'est un des plus beaux souvenirs de théâtre et au niveau de l'émotion en tout cas. Pour moi, l'éolienne, c'est je sème à tout vent un peu. Quand je pense à l'éolienne, je pense à la fleur qu'il y a sur le dictionnaire, où on souffle et ouf, tout le savoir part dans l'espace et dans le temps. Et pour moi, l'éolienne, c'est ça. C'est-à-dire que tout à coup, là j'ai vraiment senti, c'est-à-dire au niveau du travail de l'acteur, c'est-à-dire que c'est la première fois que je faisais un texte aussi long, un monologue, donc à la lecture ça dure à peu près 50 minutes, avec le jeu ça fait à peu près 1h, 1h10, 1h05. Donc c'est ça, c'est aussi toute la rigueur qu'il faut avoir et l'humilité qu'il faut avoir en tant que comédien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un travail étape par étape. Et je me suis aperçu qu'en fait, vraiment, il fallait respecter ça. C'est-à-dire que le travail de comédien, c'est un travail temporel. Ça s'inscrit dans le temps. Et surtout, ne pas sauter les étapes. C'est-à-dire que il y a toujours, moi, je me souviens des premières répétitions, premier réflexe, on a tendance à anticiper, c'est-à-dire plus ou moins à jouer le fou, à surjouer le texte. Et Roland m'a surtout, les premières choses, je me souviens que les indications de Roland, c'était top, on arrête, c'est pas ça, etc. C'est vraiment, essaye de coller au texte, c'est-à-dire joue le texte, reviens au texte, etc. Essaye d'épurer ton jeu, essaye d'en faire le moins possible. Alors on fait ce travail-là, d'épuration, etc. Au fur et à mesure, hein, on élimine des choses, et tout à coup on en arrive à quelque chose d'essentiel. Et là on est bien dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on a trouvé ça, tout à coup il est là le travail de comédien. C'est-à-dire que c'est à travers ce travail d'épuration et ce travail temporel, c'est-à-dire qu'il y a toute une macération qui se fait, qui se crée, hein, c'est-à-dire que le texte, il faut l'incorporer, hein, c'est-à-dire que il y a le travail de mémorisation, mais ensuite, il faut aussi que ce texte il prenne corps. Et ça prend du temps. Surtout pour un texte aussi long comme ça, parce que dans finalement quoi, il y a donc cette personne qui parle, qui est toute seule, et il passe d'un état à un autre, hein, sans arrêt, et chaque état est important. Et en même temps, c'est sûr qu'il ne faut pas le surjouer. Il faut vraiment, c'est-à-dire respecter, hein, coller au texte, parce qu'en plus dans le texte, il y a une tas d'indications scéniques du style pause, 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 hein, sans arrêt, comme une partition. Et je me suis aperçu, en fait, ce texte-là, c'était une partition, comme une partition musicale. Et si on respectait les silences, etc., et si on respectait vraiment le texte avec les virgules, les points, les choses comme ça, on arrivait vraiment à l'essentiel. Au niveau des personnages et des situations quand même extrêmement différentes, mais c'est vrai que dans Présence d'esprit aussi, on était dans l'esprit, le mental, on était aussi dans cette configuration-là, hein, puisque c'était des revenants qui revenaient sur Terre pour régler leur compte, en quelques mots bien évidemment. Donc il y a un rapport que je ferai à ce niveau-là, mais les personnages sont quand même très éloignés dans l'interprétation. Eh bien, dans l'idéal, j'aime travailler avec un metteur en scène qui soit directeur d'acteur. Voilà. J'en ai peu rencontré dans ma vie. C'est bien la difficulté pour les comédiens, je crois, aujourd'hui. Mais je pense que c'est extrêmement difficile d'être à la fois metteur en scène, scénographe et directeur d'acteur en même temps. Très souvent, on a ou l'un ou l'autre, rarement les deux en même temps. Et pourtant, c'est passionnant pour les comédiens d'avoir en face de soi quelqu'un capable de les pousser un peu loin.
C'est toujours une incertitude, un cheminement un peu incertain quand on est sur scène, d'autant plus qu'on n'est jamais seul vraiment sur scène à moins de jouer un monologue. Donc il y a des incertitudes, on peut être déstabilisé, mais mal à l'aise, non, je ne pense pas avoir été mal à l'aise. C'est peut-être pas le mot qui convient. Alors, juste avant, c'est étonnant parce que la première fois que je l'ai joué, donc c'était face à un petit public, on a fait ça c'était théâtre d'appartement, pour évidemment le tester. Et c'est vrai que juste avant de monter sur scène, enfin d'y aller, j'avais tellement le trac que je me souvenais plus de rien. Vraiment. C'est-à-dire que j'étais persuadé que je ne savais plus le texte. Il y a eu un moment de panique comme ça qui a duré quelques secondes et après je me suis dit attends, on se ressaisit, ça va, c'est calme. Et je suis parti comme ça. C'est comme une espèce, je sais pas comment expliquer ça, comme un saut en parachute. C'est-à-dire qu'on part, on sait que le texte est assez long, ça va durer 1 heure et on y va quoi. Et puis après, c'est un travail, c'est un pas à pas. C'est-à-dire que si vraiment on est concentré sur l'instant présent et non pas sur l'anticipation, c'est-à-dire que si on anticipe, on peut être sûr que on va se planter. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut avancer pas à pas. C'est-à-dire au niveau du texte, tout ça. Et si on respecte ça, à ce moment-là, c'est bien. Donc, après, par la suite, quand on l'a joué au Centre des Bords de Marne, c'était autre chose. C'est-à-dire que je m'efforçais d'essayer de faire le silence. C'est-à-dire qu'il y avait cette première partie de Mental Machine, et moi j'enchaînais tout de suite après sur Finalement quoi. Et pour moi, ce qui était vraiment important, c'est-à-dire que ça a l'air de rien, c'est-à-dire que j'arrivais dans l'espace avec une banane, et je mangeais cette banane, il y avait la lumière qui était au-dessus de moi, mais ce moment-là était très important parce que c'est un moment qui me permettait en fait de quitter Mental Machine et progressivement de me mettre dans Finalement quoi. Et avec cette espèce d'humilité, je pars avec sans anticipation, c'est-à-dire vraiment je me mets dans un état précis. Je peux éventuellement en jouer de cette image. Je pense que ça faisait partie aussi du personnage. Je pense aussi qu'on n'était pas forcément d'accord avec le metteur en scène à un moment donné, au tout début, sur la conception du personnage, on en avait un petit peu parlé, puisque moi je la voyais assez élégante. Alors que lui, à un moment donné, il me disait, ben non, puisqu'elle était au service d'autres, je ne la voyais pas comme ça. Mais bon, tout de suite, on s'est mis d'accord sur une autre façon de voir ce personnage. Donc je la voyais élégante et belle. Et puis, c'est peut-être aussi ce qui lui faisait sa force aussi, en dehors des mots et du texte. Par exemple, là, sur Mental Machine, il y a eu des petits désaccords ou des discussions sur certains points. Je suis quand même le metteur en scène si j'ai confiance en lui. Après, c'est un peu carte blanche, un petit peu comme une marionnette qui se laisse manipuler dans son rôle. Et là, avec Thierry Atlan, il y avait une extrême confiance. Et donc, on a tous suivi ses indications, même si ça portait à discussion. Une histoire de compagnie, c'est comme une histoire de vie, avec ses hauts et ses bas, et chaque échec nous renforce et nous donne envie, d'une part d'aller plus loin, mais c'est une banalité, mais surtout de ne pas travailler avec n'importe qui et pas pour faire n'importe quoi. Et je crois que ça, plus on avance, plus on est exigeant, et c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Dans l'idéal, j'aime travailler avec un metteur en scène qui soit directeur d'acteur. Voilà, j'en ai peu rencontré dans ma vie, c'est bien la difficulté pour les comédiens, je crois, aujourd'hui. Mais je pense que c'est extrêmement difficile d'être à la fois metteur en scène, scénographe et directeur d'acteur en même temps. Très souvent, on a ou l'un ou l'autre, rarement les deux en même temps. Et pourtant, c'est passionnant pour les comédiens d'avoir en face de soi quelqu'un capable de les pousser un peu loin. C'est bien d'avoir quelqu'un en face. Puis d'abord, nous, on ne se voit pas comme un metteur en scène ou un directeur d'acteur pourrait nous voir. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui nous pousse dans des endroits où on n'irait pas forcément si on se laissait tout seul aller quelque part. C'est vrai qu'entre moi et le personnage, mais bon, peut-être que tous les comédiens certainement ressentent aussi ça, entre moi et le personnage, on est très éloigné dans les situations ou dans les mots, dans ce qu'on peut ressentir ou dire. Donc je ne suis pas la personne qui parle sur scène, mais aussi quelque part on est quand même impliqué de façon extrêmement personnelle dans ce qui est joué, c'est inévitable. Mais c'est vrai, par exemple pour Présence d'esprit,
La réaction du public était assez, à la suite de la représentation, assez rude. Une personne m'a même dit « vous êtes terrifiante sur scène ». Donc ce sont des mots très très forts. Donc je joue tout simplement un rôle et je ne suis pas du tout celle que l'on peut voir sur scène. Il y a un décalage quand même énorme. Je sais mettre une distance entre moi et le personnage. Le théâtre, c'est depuis toujours un endroit où on peut tous ensemble, dans un moment donné, qui ne se reproduit jamais deux fois, communier autour d'une œuvre et partager un moment éphémère qui n'a jamais existé, qui n'existera plus jamais. Donc c'est extrêmement important, je trouve, de partager ces moments-là et de défendre le théâtre aussi, parce qu'on est dans une société où on s'isole de plus en plus, où chacun reste chez soi devant un écran, quel qu'il soit, plat, grand, géant, mais tout seul, et que le théâtre, c'est la vie, et que c'est super important d'y aller encore, quoi. Et dans la situation où la civilisation ou l'actualité présente, on a besoin de bonheur, peut-être que le théâtre peut contribuer à ça. Sans prétention, hein, mais passer un bon moment et être avec les autres, c'est déjà beaucoup. On sent qu'il y a une réceptivité en face. Le public répond, c'est-à-dire qu'il répond pas forcément par des applaudissements, des rires, etc. Mais on sent qu'il y a une attention précise, il y a une atmosphère qui se dégage. C'est cette jubilation, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une émotion qui passe. Hein. Donc il y a ça, hein, je dirais finalement quoi. Et c'est déjà pas mal, parce que le théâtre, il est là. Je pense que le théâtre, c'est d'arriver à faire passer des émotions et qu'ensuite les gens, ces émotions-là, en tant que spectateurs qui le prennent, les aident en fait à être un peu plus humains, j'entends. Je crois qu'au niveau du théâtre, il y a ça, c'est-à-dire qu'on travaille là-dessus, quoi. Parce qu'au niveau théâtral, contrairement au cinéma, c'est là où il y a vraiment... Enfin, évidemment, au cinéma, il y a d'autres émotions, mais au théâtre, l'acteur est là. Il est là, il est présent sur scène, et je pense que ce sont des émotions vraiment directes. Moi, personnellement, les plus grandes émotions que j'ai eues, c'est au théâtre. Au cinéma, j'ai eu d'autres émotions, mais elles sont différentes. Au théâtre, il y a l'émotion immédiate, parce qu'on a conscience qu'il y a un acteur qui est là sur scène, qui travaille. Hein. Et puis, parfois aussi, il travaille son filet, hein, parce que, bon, il a beau connaître son texte, etc., il y a une mise en scène, mais à chaque fois, c'est une remise en cause. À chaque fois qu'il monte sur scène, il y a un enjeu qui est terrible pour lui, et il peut y avoir des hiatus, tout à coup, il peut y avoir des trous de mémoire, hein, des impromptus, des choses comme ça, et c'est la particularité du théâtre. C'est ça qui est assez extraordinaire dans le théâtre. Aujourd'hui, on s'implique, on tente de s'impliquer pour des raisons économiques en tant qu'intermittent du spectacle, mais aussi pour un souci culturel. On s'implique de plus en plus dans le tissu social et économique, à savoir qu'on a proposé depuis quelques années des formations en entreprise, des formations de communication vivante, des techniques de communication vivante, prise de parole en public, entraînement à l'entretien d'embauche, gestion du stress, etc., etc. Donc, ce qui nous permet de varier nos activités et puis aussi de pénétrer des milieux qui ne sont pas des milieux artistiques, mais des milieux socio-professionnels différents du nôtre. De plus, en ce qui concerne les ateliers, depuis 3-4 ans, on travaille avec l'hôpital des Murets dans le cadre d'un atelier CATTP situé à Nogent-sur-Marne, depuis 3-4 ans, je disais, sous la direction d'Anissa Lagdar. Donc on a aussi envie d'avoir ce rôle d'aide et d'assistance artistique, peut-être parallèle aux soins thérapeutiques, pour des gens qui sont en difficulté mentale ou en difficulté d'intégration, comme à Champs-sur-Marne où Christine Nieto est de théâtre, parallèlement à un atelier d'alphabétisation. Nous avons aussi des ateliers pédagogiques au collège de Neuilly-Plaisance à Jean Moulin, animés toujours par Christine Nieto. Donc voilà, on essaye d'ouvrir nos perspectives, nos horizons. Et en conclusion, je crois qu'on est de plus en plus conscient, et puis je crois que c'est encore plus important aujourd'hui qu'hier, que l'acte théâtral est non seulement un acte artistique, mais c'est aussi un acte politique au sens le plus large et le plus noble, au sens le plus noble et le plus large du terme. Pourquoi ça s'appelle l'éolienne ?
Eh bien, je crois que déjà, on devait être sensible au phénomène des économies d'énergie et à l'écologie. Jean-Louis Le Cravert nous a soufflé, c'est bien le terme, le nom d'éolienne comme étant évidemment une source d'énergie renouvelable et non polluante, mais aussi, en tant que breton, et d'origine breton moi-même, il nous a rappelé qu'en breton, le soleil se dit éole avec un H. Donc deux énergies valent mieux qu'une. On a tous opté à l'unanimité pour ce nom. Voilà.